Je me réjouis de participer à cette Assemblée générale du dialogue franco-russe. Je salue votre association, dont d'ailleurs je crois me souvenir que je suis membre. Donc je pense qu'elle fait un travail très utile dans un moment de crise, mais la crise est toujours un moment où on voit ses amis. Cette crise néfaste à beaucoup d'égards était, à mon sens, évitable. En tant que représentant de la France pour la Fédération de Russie, représentant spécial, je reste un homme politique et je m'exprime librement. Je pense qu'elle était évitable. Bien entendu, l'Ukraine était un problème qu'on voyait venir de très loin. Elle était pour certains un objet politique. Chacun sait les problèmes qu'a posé l'extension de l'OTAN jusqu'au moment où, en 2007-2008, un certain nombre de voix, dont celle du président Poutine, se sont élevées à la conférence de Munich, si je me souviens bien. Il y a eu un sommet de l'OTAN à Bucarest, où la France et l'Allemagne ont fait connaître qu'elles ne souhaitaient pas l'extension de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie. Le président Medvedev, à l'époque, avait lancé l'idée d'un pacte de sécurité à l'échelle européenne. Et on a vu se développer ce qu'évoquait tout à l'heure le président Giscard d'Estaing, d'une part le partenariat oriental du côté de l'Europe, et d'autre part le projet d'union économique eurasiatique du côté russe. Est-ce que ces deux projets étaient forcément antagonistes? Je ne le crois pas, puisque le partenariat stratégique Union européenne-Russie prévoyait la création d'un espace de libre circulation de l'Atlantique au Pacifique, de Lisbonne à Vladivostok. Donc on aurait très bien pu, avec une concertation plus approfondie, trouver des solutions. Ce n'a pas été le cas. Et il y a des responsabilités que, en mon fort intérieur, je considère comme partagées. La Commission européenne, le commissaire Füle, en l'occurrence, ont méconnu l'intrication déjà étroite des économies russes et ukrainiennes. De sorte que lorsque la proposition de l'Union européenne a été avancée avant le sommet de Vilnius, une opposition s'est manifestée, une contre-proposition russe a été avancée, beaucoup plus substantielle, il faut le dire, puisqu'à la clé, il y avait 15 milliards de dollars, alors que la proposition européenne comportait 560 millions d'euros, ou de, je le crois, enfin. Le président de l'époque a jugé utile de demander le report de l'accord d'association avec l'Union européenne. Il en a résulté le mouvement de Maïdan, où chacun peut voir soit une révolution, soit un coup d'État. C'est la même chose. Hein. Tout dépend du point de vue auquel on se place, bien évidemment. Mais du point de vue de la constitution ukrainienne, c'était assez clair. En a résulté l'annexion de la Crimée, une erreur qui a répondu, à mon sens, à une autre erreur. Mais il y a des moments où l'histoire s'emballe. Ce que je crois, c'est que ces erreurs, en tout cas, n'étaient pas vraiment programmées. Les ministres européens avaient donné le rafale à l'accord du 21 février, qui n'a pas trouvé d'application, et le président Poutine a présidé jusqu'au bout les Jeux olympiques de Sotchi, dans un esprit qui n'était pas celui de la confrontation. De sorte que on est arrivé à cette situation très regrettable et grosse de malentendus. On a parlé d'impérialisme à propos de la Russie. Moi, je crois que la Russie a essentiellement un projet national, avec évidemment ses intérêts nationaux, ses intérêts de sécurité. La France a tenté une médiation. Je rappelle l'invitation du président Poutine le 5 juin 2014, à la veille de la commémoration du débarquement du 6 juin 1944.
j'ai été associé à sa préparation. Je peux témoigner que les engagements pris à l'époque par le président Poutine ont été tenus et qu'il n'est pas juste de lui faire le procès permanent qui lui est fait souvent dans nos médias. Les élections ukrainiennes ont pu se tenir. L'intégrité territoriale de l'Ukraine a été reconnue. Le cessez-le-feu est intervenu en septembre 2014, un premier cessez-le-feu, les accords de Minsk I. L'approvisionnement en gaz de l'Ukraine a été garanti. Tout cela témoigne que la volonté d'affrontement existait beaucoup moins qu'on le prétend. Des dérapages sont intervenus. Était-il utile de mener une opération antiterroriste au lendemain de l'élection présidentielle ukrainienne? Les présidents Hollande et la chancelière Angela Merkel avaient mis l'accent sur une révision constitutionnelle, incluant des dispositions concernant une décentralisation, notamment des régions situées à l'est de l'Ukraine. Je pense que le format de Normandie, on appelle ainsi la réunion à quatre entre le président ukrainien, le président russe, le président français et la chancelière allemande, ce format a eu l'occasion de s'exercer à Milan, puis après un voyage improvisé, enfin en tout cas une escale improvisée à Moscou du président Hollande, retour d'Astana, à 2 reprises, ce format s'est révélé utile et a permis d'aboutir aux accords dits de Minsk II. Ces accords s'appliquent. Personne ne le dit. Dans la presse, c'est silence et bouche cousue. Mais ces accords s'appliquent. Le retrait des armes lourdes de part et d'autre de la ligne de démarcation a été opéré, de 50 à 70 kilomètres. Des échanges de prisonniers ont eu lieu. Bien sûr, il y a quelques petites difficultés d'application. Mais enfin, je constate qu'on parle rarement des trains qui arrivent à l'heure. On parle beaucoup des trains qui déraillent. Mais en l'occurrence, les accords de Minsk II s'appliquent. Je pense qu'ils doivent s'appliquer jusqu'au bout et qu'il faut penser la levée des sanctions dans cette perspective, l'application de ces accords. Je voudrais souligner que la situation économique de l'Ukraine est difficile et que c'est le point peut-être le plus préoccupant. Le produit national brut de l'Ukraine a fortement diminué. L'inflation s'est envolée. La dette de l'Ukraine est très préoccupante et c'est le FMI qui a fait une avance de 17,5 milliards qui n'est pas encore suffisante pour permettre à l'Ukraine d'honorer ses échéances. Donc, je vais terminer là-dessus parce que je sais qu'il faut se tenir aux 10 minutes et je ne voudrais pas empiéter. Donc, il me semble que nous devons unir nos efforts, la France et la Russie, l'Europe et la Russie, pour aider l'Ukraine à sortir de sa crise. Ce n'est pas l'intérêt de la Russie d'avoir un voisin à la dérive, et ce n'est pas non plus l'intérêt de l'Europe, car les efforts consentis aujourd'hui sont peu de choses en comparaison de ce qu'il faudrait faire demain pour parer aux conséquences d'une situation qui n'aurait pas été maîtrisée à temps. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je n'ai plus le temps de développer ce point de vue. Hein. Je dirais simplement que l'Ukraine aussi, c'est mon 3e point, doit répondre politiquement de manière positive en allant vers cette décentralisation qui est dans la nature des choses, qui est dans la nature de l'Ukraine, qui est un pays dont chacun connaît le caractère quelque peu hétérogène, historiquement, et le fait qu'il n'est un État que depuis 22 ans. Il faut que l'État ukrainien puisse reprendre le dessus. Bon, je ne dis pas par rapport à quoi, tout le monde m'a compris, et que le président de l'Ukraine puisse effectivement répondre aux aspirations de la population, qui était clairement la paix. La solution durable de la crise ukrainienne permettra la sortie de crise, non pas tant entre la France et la Russie, qu'entre la Russie et l'Europe, et puis plus généralement l'Occident. Donc travaillons sur ce dossier de l'Ukraine. Hein. Le reste
viendra par surcroît, s'il est vrai que, comme le disait Saint-Exupéry, si vous voulez unir les hommes, il faut leur donner quelque chose à faire ensemble. Alors, l'Union européenne et la Russie peuvent faire quelque chose de très positif sur l'Ukraine. Voilà, c'est donc un message d'optimisme que je voudrais vous apporter. 2015 doit être mis à profit pour aboutir à la levée des sanctions qui sont néfastes pour la Russie comme pour la France et comme pour l'Europe. C'est une occasion de marquer l'importance de notre relation, la relation franco-russe, à nul autre pareil, à beaucoup d'égards, et de préparer un nouveau départ. Donc, je suis très heureux de saluer le président Yakounine et naturellement le vice-ministre, M. Meshko, que j'aurai l'occasion de rencontrer demain. Je me rendrai à Moscou le 16 et le 17 avril, à l'occasion d'une conférence sur la sécurité, et nous aurons certainement encore beaucoup de choses à nous dire. Excusez-moi d'avoir été un peu trop long et peut-être d'avoir dépassé mon temps de parole. Merci.